Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la 3e saison du podcast Face à Face. Tout au long de l'année, Valentin Madouas, Romain Grégoire et Guillaume Martin-Guyonnet vous dévoilent les coulisses de leur saison. Au micro de Claire Bricogne, découvrez ces 3 coureurs clés de l'équipe cycliste Groupama FDJ comme ils ne se sont jamais livrés. Bonne écoute. Bienvenue dans cette 3e saison de Face à Face par Groupama. En 2025, c'est l'intime et le professionnalisme que vous allez découvrir. Ils vont se mêler dans les épisodes qui s'écouleront tout au long de la saison et dans les mots, les émotions de 3 coureurs cyclistes. 3 coureurs cyclistes de l'équipe Groupama FDJ que vous allez entendre toute l'année, chers auditeurs. 3 coureurs qui vont vous embarquer au plus près d'eux, qui vont se livrer et je l'espère se dévoiler. 3 coureurs qui vont faire 2025 et 3 coureurs qui sont donc les voix uniques de Face à Face par Groupama saison 3. Difficile de présenter notre invité du jour sans lui coller des étiquettes qu'il déteste pourtant. Je pourrais dire de lui qu'il est coureur cycliste, bien sûr, mais aussi qu'il est né à Paris, qu'il est normand, philosophe, écrivain, dramaturge, gérant de chambre d'hôtes, supporter du stade Malherbe de Caen, qui doit vivre une saison bien difficile, fan des Beatles, proche de Cézanne. Je pourrais dire tout ça et j'aurais quand même l'impression de ne pas totalement saisir le multiple Guillaume Martin-Guyonnet. On va tenter pourtant, Guillaume, d'aborder tout et rien à la fois. Tu es prêt ? Allez, fin prêt. Il manque des trucs dans la description ou Plein de trucs, et en même temps c'est super complet. C'est un peu la particularité de tout ça. Merci en tout cas Guillaume d'être avec nous. On va essayer d'aborder plein de trucs et on va commencer peut-être par ce qui te définit ici, en tout cas aujourd'hui bien sûr ton métier, ce que tu pratiques dans la vie, donc ton métier coureur cycliste. Je vais faire comme j'avais fait avec Valentin, on va commencer par une petite fiche. J'ai quelques notions et puis tu me dis, tu confirmes pas ou tu complètes ce que je vais te donner, ça va ? Allez. Donc tu viens de Normandie, c'est un peu difficile de passer à côté de ça quand on a écouté le premier épisode. Oui, j'en suis assez fier du stade Malherbe de Caen qui effectivement vit des heures difficiles. Je suis malgré tout né à Paris, c'est pas une honte, mais je suis arrivé en Normandie, j'avais quelques semaines à peine et j'ai grandi dans l'Orne, en Suisse normande, donc dont j'ai parlé souvent. Tu es passé par le CC Etup en formation. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'est pas en Normandie, non. C'est en Franche-Comté. Non, j'ai dit que c'était ta fiche cycliste. Oui. C'est important, mais c'est vrai. Et du coup, tu as retrouvé des gens chez Groupama FDJ de l'époque également. Oui, un certain nombre, notamment Jérôme Gana, qui était qui était à la tête du CC Etup et qui maintenant est à la tête directeur sportif de l'équipe développement. Donc ouais, c'était vraiment un des bons souvenirs. C'était mes 2 dernières années amateurs et je suis arrivé dans un environnement vraiment familial et en même temps super pro, et c'est un peu cette atmosphère que j'ai retrouvée, mais c'est logique parce qu'il y a à peu près les mêmes personnes chez Groupama FDJ en intégrant l'équipe là cet hiver. Alors je l'avais aussi dit dans le premier épisode, mais tu as été stagiaire donc dans l'équipe il y a 10 ans, 11 ans maintenant, puisqu'on est en 2025, mais ça, on y reviendra bien sûr. Tu as gagné Liège-Bastogne-Liège chez les Espoirs, ça fait 10 ans tout pile, 2015, ouais, tu peux remonter. C'est horrible de dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Oui, il est loin le temps où j'étais espoir maintenant, oui. Maintenant, tu es un professionnel confirmé. 11 victoires chez les pros, j'en ai pas oublié une seule. Je suis pas très statistique, donc en fait je sais que c'est autour de 10, mais je sais pas trop. Et la dernière qui remonte à 2023 ? Oui, peut-être, ouais. Je fais comme si j'en avais gagné 200, mais en fait j'en ai pas gagné tant que ça, mais j'ai du mal avec les dates et les... Ok. Ouais. J'avance en fait au fur et à mesure, je suis pas trop à me pencher sur le passé, à tenir des statistiques, ça mon père le fait très bien pour moi, mais non, je tiens pas des classeurs de mon palmarès ou de mes résultats, ouais. Ouais, c'est vachement intéressant. On va revenir évidemment dessus. Du coup, moi, j'ajoute que tu as gagné le classement de la montagne de la Vuelta en 2020 parce que c'est aussi mon métier d'essayer de mettre des dates sur tout ça. 8 participations au Tour de France, ça aussi, je l'avais déjà nommé, mais on rappelle quand même, tu as terminé 8e, 10e, 11e, 12e, 13e. Sacrée régularité quand même au classement général à chaque fois sur les Champs-Élysées, donc pour l'arrivée. Et aussi, tu cours beaucoup, tu courais beaucoup. Est-ce que tu sais combien de kilomètres tu as fait l'année dernière en course ? Alors ça, je l'ai vu passer. Je sais que c'est autour de 14 000, plus ou moins. 14 678, je crois que c'est le record l'année dernière. Oui, c'est ça. Je ne suis pas le coureur qui a le plus couru
en nombre de jours de course. Par contre, en nombre de kilomètres, oui, je suis en tête. Ouais. 88 jours de course quand même, l'an dernier. Oui, ce qui est pas mal non plus. Ouais. C'est pas mal ou c'est énorme? C'est pas mon record. Pour le coup, ça, je me rappelle aussi, j'avais dû faire une saison à plus de 90, mais c'est une saison solide. Ouais. Ouais, c'est énorme. T'en as besoin ou c'est quelque chose? On sait qu'il y avait aussi une quête de points l'année dernière, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin, toi, d'aller courir autant? J'aime courir, oui. C'était pas, on me forçait pas à aller mettre un dossard. J'aime ça, c'est pour ça que je fais du vélo. Même si je dois dire qu'avec les années, ça change un peu et le stress notamment qu'il peut y avoir dans le peloton, le danger qui est quand même, on en parle beaucoup, mais les questions de sécurité, parfois me font dire que je suis bien aussi à m'entraîner et que, disons que avec les années, j'aime quand même de plus en plus aussi la partie entraînement de mon métier, quoi. Ça, c'est l'évolution du peloton, c'est quelque chose que tu as constaté toi-même, en fait, du coup? C'est dur à dire parce que dans ces sujets-là, je pense qu'il y a toujours des biais. Est-ce que c'est l'évolution aussi de moi qui, avec les années, devient plus prudent ou moins téméraire? Je sais pas. Je sais pas s'il y a plus de chutes qu'avant. Je pense que c'est peut-être plus dangereux qu'il y a 30-40 ans. Mais est-ce qu'à l'échelle de 10 ans, c'est plus dangereux? Je sais pas. Et est-ce qu'il y a aussi un côté un peu introversion que j'ai l'impression que tu as toujours eu en toi, mais que tu développes peut-être de plus en plus? Tu vois, tu parles du fait de rester chez toi et du coup de préparer tout ça avec beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as pris de plus en plus de plaisir à faire ou c'était déjà là à la base? J'ai pas très bien compris la question, mais non, le fait de partir en stage, par exemple, tout seul, de partir sur oui, voilà, de faire des longues sorties en montagne, non, ça j'ai toujours aimé, mais j'avais pas l'impression que c'était le cœur de mon métier. J'ai l'impression que le cœur de mon métier, c'était le moment où j'enfilais un dossard et où j'essayais d'aller chercher un résultat et où je donnais le maximum jusqu'à la ligne. C'est vrai que je suis aussi connu pour ainsi dire, pas abandonner mes courses, quasiment jamais, pour donner le maximum jusqu'au bout des courses, jamais abandonner non plus dans l'esprit, toujours me battre pour essayer de revenir. Donc pour moi, c'était ça, oui, l'essence de mon métier. Ouais. Et ça a un peu changé? C'est dur de le dire comme ça, mais plutôt la façon que tu as de vivre la période hors course, c'est plutôt ça, ouais. Bah, disons que oui. En tout cas, j'apprécie de plus en plus la période hors course. Il faudrait réussir, si quelqu'un réussissait à développer une sorte de casque de réalité virtuelle pour faire vivre à tout un chacun les sensations qu'on peut avoir dans un peloton à l'approche d'une bordure ou d'un sprint. C'est incroyable comme sensation et c'est indescriptible d'avoir tous ces bruits, cette proximité, tout ça à 60 km/h. Et donc, c'est un miracle permanent aussi qu'il n'y ait pas plus de chutes quand on voit aussi dans les voitures à l'arrière du peloton. Donc c'est une expérience qui est effrayante et en même temps qui procure une adrénaline assez incroyable. Enfin, c'est tout le paradoxe. Oui. On le ressent justement, ce stress ou cette peur à l'instant T, ou c'est l'adrénaline qui prend le dessus? Il y a un moment de bascule où vraiment quand c'est le moment le plus chaud, c'est plus de la peur, c'est de l'adrénaline. Enfin, c'est mêlé, mais je trouve que l'adrénaline prend le dessus. Et mais dans l'approche ou dans l'anticipation, de toute façon, la peur, c'est toujours dans la tête, donc c'est avant. Là, il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir même ça m'est arrivé il y a quelques années, pendant les premières étapes du Tour de France, par exemple, qui est la course où il y a peut-être le plus de stress, d'avoir des spasmes au moment de m'endormir où je me vois en train de tomber. Enfin, voilà, ça nous... Ce sport nous met quand même dans des états assez incroyables, quoi. Et là, c'est aussi une question d'être en avance, mais aussi a posteriori. C'est-à-dire que tu te remets peut-être dans des situations que tu as vécues où tu captes pas peut-être sur le coup à quel point ça a pu être dangereux parce que le mental a pris le dessus et tu le revis en fait après, quoi. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui s'ancrent dans le corps sans qu'on s'en rende compte. Enfin, je sais pas, oui, les psychanalystes devraient étudier plus en détail les cyclistes. Ouais. Mais je pense qu'ils peuvent te contacter pour faire quelque chose. Voilà, le message est passé. On va revenir aux fondamentaux et surtout au début de cette saison. Du coup, il y a quelque chose que je ne peux pas ignorer et je ne peux pas balayer d'un revers de la main. Je pense que tu t'y attends, évidemment. Mais il y a 10 ans, donc, tu n'as pas eu ce contrat.
tu es revenu ici. Moi, je voudrais savoir comment ça s'est passé avec Marc Madiot, surtout. Qu'est-ce que vous vous êtes dit parce que c'est un peu le comeback, quoi. En vérité, alors déjà, je le reconnais, moi j'étais un peu obtus à l'idée de ne jamais venir dans ma carrière chez Groupama FDJ parce que j'étais un peu vexé. Les premiers contacts d'ailleurs en juin dernier se sont faits plutôt avec Julien Pignot, Philippe Mauduit, pas directement avec Marc Madiot. Et puis quand même, il m'a appelé au moment du championnat de France. Ça a été un coup de téléphone rapide. On a fait table rase du passé. Il a admis qu'il y avait peut-être une erreur de jugement de sa part à ce moment-là. Moi, j'ai dit que j'étais aussi un peu bête d'être resté bloqué toutes ces années-là sur ce moment. Et voilà, en 5 minutes, l'épisode était passé. On était parti sur ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. Et depuis, mes relations sont très bonnes avec lui. J'ai toujours plaisir Enfin voilà, c'est quelqu'un d'assez charismatique et les quelques échanges que j'ai pu avoir avec lui depuis sur les stages ou encore au début de Paris-Nice sont vraiment agréables. Ouais. Il paraît qu'il a même fait cette allocation un peu publiquement devant toute l'équipe en stage en décembre, justement. Tu te rappelles de ces mots, de ce qu'il a dit ? Oui, bien sûr, ça devait être, c'était plus ou moins les mots qu'il avait. Pour moi, ils avaient plus de force quand c'était en privé sur un coup de téléphone où on n'était que tous les deux. Il a repris à peu près les mêmes mots devant tout le monde. Ça avait de la force aussi parce que tout le monde l'a entendu. Mais voilà, pour moi, c'est toujours les rapports en privé, pas en face à face parce que c'était au téléphone, mais qui sont les plus importants. C'est un moment un peu charnière aussi, ce 2014, parce que dans ce que j'ai cru lire un peu de toi, tu n'avais pas terminé tes études encore de philosophie à l'époque, il me semble. Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller au bout des deux si tu avais eu ce contrat, par exemple? Alors, tu es passé professionnel, hein, après, c'est pas le souci, parce que de toute façon, tu es là. Mais est-ce que tu penses que tu aurais quand même réussi à mener? Moi, j'avais le sentiment que c'était une question que tu t'étais un peu posée, justement. Non, pas trop. Je pense que j'aurais pu terminer parce qu'en vérité, donc là, j'étais au niveau master. Donc finalement, il n'y a plus beaucoup d'heures de cours à ce moment-là. Je le faisais à distance, donc les cours étaient filmés. Donc je les suivais, je pouvais les interrompre au milieu, je les suivais peu importe si j'étais en stage, en course. Donc je pense que ça aurait été gérable. Et puis en vérité, la vie que j'avais en tant que cycliste amateur au plus haut niveau amateur au CC Etup, c'est déjà quasiment une vie de professionnel. Il y avait déjà quasiment les mêmes contraintes. Donc voilà, il me restait juste 1 an à ce moment-là. Je pense que j'aurais pu aller au bout de ça. Ouais. En termes de défis personnels, le fait de te voir arriver dans cette équipe Groupama FDJ, donc à l'intersaison encore, je le rappelle, je me rappelle de Romain Grégoire qui était autour de cette table et qui a dit pendant l'épisode 1 que tu étais arrivé avec des yeux d'enfant et que ça l'avait encore un peu fasciné de te voir tout analyser, tout voir, etc. Justement, c'est aussi ça, c'était une manière aussi de relancer quelque chose, d'arriver ici? Oui, c'était ma volonté. Puis c'est vrai que c'est une structure une organisation que j'avais jamais connue. Les structures dans lesquelles j'étais auparavant insistaient moins sur le détail, notamment au niveau de la performance par rapport à ce que je connais actuellement. Donc oui, effectivement, j'apprends encore des choses sur mon métier. J'ai encore des pistes d'amélioration. Donc ça, c'est assez excitant. Ouais. Lesquels? À tout point de vue, hein, je ne vais pas énumérer tous les aspects de la performance. Enfin, si je peux le faire, entre la nutrition, le matériel, l'entraînement, l'analyse stratégique d'une course. Tout ça, c'est... Alors, parfois c'est mieux, parfois c'est juste différent, mais le fait de faire différent après 10 ans chez les pros fait que ça peut être mieux. Donc en tout cas, c'est challengeant. Ouais. On a l'impression dans ta carrière et dans ton évolution sportive aussi que ça arrive au bon moment, en fait. Oui, je suis pas quelqu'un qui change
j'ai été fidèle à mes équipes. J'ai été 4 ans chez Wanty-Gobert, 5 ans chez Cofidis. Donc je fonctionne un peu par cycle, et c'est vrai que j'avais l'impression d'arriver au bout d'un cycle, peut-être voilà, à un moment de ma carrière aussi, à 31 ans, où j'avais besoin voilà, de ce nouveau défi. Et pour l'instant, je suis content du changement. Ouais. Tu es content de quoi notamment? Est-ce que c'est des choses que tu appliques au fur et à mesure? Je pense à la nutrition, par exemple, parce qu'on a quand même l'impression que c'est déjà quelque chose que tu maîtrisais très bien, la nutrition. Qu'est-ce que tu as mis en place, par exemple, depuis janvier? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je prends un exemple au hasard. Hein. Si tu veux changer d'exemple, tu changes. Non, mais c'est un bon exemple parce que effectivement, il y avait eu une équipe de nutritionnistes dans mon équipe précédente qui travaillait très sérieusement, mais là, c'est simplement une nouvelle approche, une nouvelle méthode basée notamment sur le suivi de la glycémie. Et donc, j'apprends vraiment des choses. On se rend compte que tous les êtres humains ne fonctionnent pas de la même manière. Donc moi, j'ai découvert que vraiment, j'avais une grosse sensibilité. En gros, je suis un peu un bec sucré, pour tout vous dire. Donc, je mange le moindre petit truc un peu sucré. Et en fait, j'ai ma glycémie qui monte très très haut, qui ensuite redescend très bas. Et ça, c'est pas forcément très bon pour la santé et pour la performance. Donc, il faut mettre en place des stratégies nutritionnelles pour contrer ça. Et donc voilà, c'est là où j'apprends des choses sur moi-même, et je découvre des pistes d'amélioration parce que voilà, en changeant un peu mes stratégies nutritionnelles, je pourrais oui, être plus performant et pallier des manques ou des faiblesses que je pouvais avoir avant. C'est quoi ton dessert préféré? Je suis normand, donc la tarte aux pommes. Ça va, c'est Ah, plutôt diététique. C'est quoi une super tarte aux pommes? C'est une tarte normande, donc avec de la crème, et avec un appareil avec de la crème. Et puis il y a quand même vraiment des gros morceaux de pommes. Sinon, il y a la tarte qui est un peu moins connue, la tarte bourdaloue, alors qui peut se faire avec des poires. Là, c'est une pâte feuilletée assez fine, et c'est très simple. Moi, j'aime bien les plats simples, un peu paysans. Et donc là, c'est juste des pommes coupées en deux. On peut garder la peau, on les met dessus au four, et c'est très simple, mais très bon. Eh ben, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont tester cette recette. C'était le conseil de Guillaume. Merci. Tarte bourdaloue. Qu'est-ce que, en arrivant dans cette équipe, on connaît ton statut de leader, où tu joues souvent les classements généraux des grands tours, notamment, pas que, mais principalement. Est-ce que tu arrives avec... est-ce que ce que tu as mis en place depuis le début de saison, par exemple, c'est la même chose? Tu es dans la même lignée que ce que tu as fait ces dernières années par rapport à ça? En termes de préparation? Ouais, même en termes d'objectifs. Déjà, par rapport aux 2 années précédentes, j'étais tombé malade, j'avais eu le Covid en février, donc là, j'ai évité ça pour l'instant. Tout s'était bien passé dans l'hiver, et j'arrivais assez confiant sur le début de saison. J'ai eu juste une petite anicroche avec une tendinite qui est apparue. Je suis assez fragile des genoux, et qui est apparue début février, donc ça m'a un peu perturbé sur les premières courses de la saison. Donc en termes de performance, de résultats, j'étais dans le coup. Alors je ne sais pas si ça s'explique par cette tendinite ou par d'autres raisons, mais il me manquait quelque chose. Enfin, j'espérais évidemment évoluer à un niveau un peu supérieur. Je pense avoir posé des bases solides, aussi avoir commencé à découvrir comment l'équipe travaille en course, comment mes coéquipiers fonctionnent, et je pense qu'on a posé les bases pour la suite de la saison. On sentait déjà, quand vous étiez tous les trois, que quelque chose se liait justement dans la confiance aussi, dans les rôles différents. C'est même toi qui avais dit à un moment, on va être super armés, par exemple pour les Ardennaises, parce qu'en fait, on a tous nos trucs à jouer en s'entendant aussi bien. C'est aussi ce que tu as ressenti encore sur ces premières courses? Oui, et puis je pense notamment à la classique Sud-Ardèche. Je suis désolé si je ne dis pas le bon nom exactement. Faune Ardèche classique. Faune Ardèche classique, voilà, j'avais peut-être les mots, mais pas dans le bon ordre. Et avec la victoire de Romain, où le fait d'être... il y avait Valentin aussi au départ. On avait une équipe solide, on a contrôlé la course. On a couru de manière... pas en défenseur, en vraiment prenant la course en main. Dans le final, j'ai roulé pour Romain à un moment donné où c'était
la situation était un peu en train de nous échapper. Et c'est là où justement cette force collective a permis cette victoire à la fin. Donc c'était plaisant de faire partie de ce collectif ce jour-là. Ouais. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ça, parce que c'est quelque chose que tu abordes assez librement dans tes livres, notamment ce côté leader, côté collectif, avec toujours cette confrontation entre l'individu et le collectif, justement. Je vais introduire un peu ce sujet par une question. Quel regard tu portes sur ton nombre de victoires? Finalement, on l'a dit, 11. Quand on regarde un peu ce que tu es capable de faire, on se dit que ton palmarès pourrait être, en termes de victoires, vraiment plus étoffé que ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Comment tu le vis? Oui, c'est sûr que j'aurais aimé gagner plus. Surtout ces dernières années, j'ai peu gagné. Bon, le niveau global aussi, je trouvais plus homogène et c'est élevé, donc c'est de plus en plus dur de gagner. Il y a mes caractéristiques aussi physiques avec un manque d'explosivité et des faiblesses au sprint qui font que il faut que je termine tout seul pour gagner, ce qui est pas si facile. C'est de Et moins en moins facile, d'ailleurs. oui, parce que le niveau est vraiment plus élevé. Même sur les petites courses, entre guillemets, il y a toujours des bons coureurs au départ, donc c'est pas facile de réussir à se détacher. Après, dans ma carrière, je suis passé plusieurs fois proche de très belles victoires. Je pense à des étapes de Dauphiné où j'ai terminé deuxième à quelques centimètres près, à un championnat de France où je me suis fait reprendre à une centaine de mètres de la ligne. J'ai été plusieurs fois aussi. Je crois que j'ai été deuxième du général du Tour, deuxième du général du Giro, deuxième du général de la Vuelta, à chaque fois quelques secondes près. Donc j'ai l'impression que oui, je suis passé pas loin de pas mal de très belles choses dans ma carrière. Mais voilà, c'est mon chemin et cette carrière n'est pas finie. Et voilà, en tout cas, je travaille au quotidien pour essayer de faire au mieux et essayer d'aller chercher ces victoires qui me manquent. Mais je suis pas genre à ressasser le passé ou à être plein de ressentiments sur les occasions manquées par le passé. Ouais. Quelle est la course que tu aimerais... alors, pas forcément... En général, c'est la question qu'on pose aux coureurs qui arrivent dans le peloton. C'est quoi la course que tu aimerais gagner et tout? Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a un truc où tu te dis, tiens, cette course-là, elle me correspond vraiment particulièrement. Ça peut être une course ou même deux ou plusieurs ou un profil, quoi. Ou là, je parle vraiment de lever les bras. Je parle pas de prendre le maillot de leader d'une course. J'ai toujours bien aimé le Dauphiné, donc j'ai failli lever les bras sur une étape, j'ai fait podium du général, donc c'est une course où souvent j'ai eu des bonnes sensations, donc je pense que c'est une course qui peut me réussir, et sur une course d'un jour, gagner Liège-Bastogne-Liège, c'est quelque chose d'ambitieux, mais en tout cas voilà, c'est le genre de course qui vraiment peut me convenir. À quoi tu rêves pour les années qui vont te rester justement sur cette carrière? Ça serait quoi une carrière réussie quand tu seras au bout? Je me fixe pas d'objectif particulier de la même manière que je me retourne pas sans cesse sur le passé. C'est le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir été tiré le meilleur de moi-même. Donc pas avoir de regrets, non pas sur les résultats, mais sur les éléments que je mets en place pour obtenir ces résultats. Parce qu'après, le jour de la course, il peut y avoir des chutes, des soucis mécaniques. J'ai eu mon lot aussi dans ma carrière. Et ça, c'est indépendant un peu du travail qu'on a effectué. Mais si ce travail est là, on a déjà réalisé une chose importante. Et puis, faire ça aussi de manière éthique. Enfin, la fin justifie pas les moyens. Et moi, j'accorde une importance particulière à la manière dont je fais les choses. Ouais, comme quand tu étais... tout ce que tu fais, de toute façon, en termes de lutte, même pour le climat, l'écologie, etc., tout ça, ça fait partie des choses aussi importantes et aussi la manière éthique, bien sûr, dont tu parles. Alors, on a un petit sujet, toi et moi, en général. Il y a une question que j'adore te poser en fin de Tour de France, notamment sur la perte de temps au classement général, volontaire ou pas volontaire. Et à chaque fois, tu me tacles et tu as bien raison. Mais c'est une question assez récurrente quand même avec toi, parce que c'est quelque chose que tu as essayé à la fois de faire, de perdre du temps, et en même temps pour aller gagner des étapes, par exemple. Et en même temps, tu es toujours très régulier au classement général. Et un jour, tu as expliqué que tu n'y arrivais pas, en fait, tout simplement, à perdre du temps. C'est courir contre nature. Je te la poserai tous les ans, Guillaume, je suis désolée. C'est toujours le cas. Oui, on m'a dit d'essayer de perdre du temps, mais je pense qu'au fond de moi, j'avais pas envie, parce que au fond de moi, le
le sport, le cyclisme, c'est de tout donner tout le temps. Donc, j'aime pas un peu ce côté calculateur de se dire, voilà, je perds 20 minutes là pour pouvoir prendre l'échappée et essayer de viser une étape. C'est aussi, je pense, c'est pas mes qualités. C'est-à-dire que moi, ma force, c'est ma régularité. Je sais pas si je me relevais pendant 2 semaines, je suis pas sûr que je serais capable d'avoir un jour de grâce sur une étape. Il y a des coureurs qui sont comme ça, qu'on voit pas du tout sur un grand tour. Et puis, à la 17e étape, tout d'un coup, ils sont dans l'échappée. Et puis, le jour où ils sont dans l'échappée, ils sont super forts et ils gagnent l'étape. Je pense pas que ce soit juste mes qualités. Mais là aussi, c'est pas grave, c'est comme ça, quoi. Et je trouve que cette idée de régularité, de persistance, c'est bien et c'est noble aussi, quoi. En tout cas, à chaque fois que je te pose la question, tu réponds toujours c'est la question qu'on me pose tout le temps, c'est la question qu'on me Je l'ai pose pas le dit, plus là. souvent. Non, c'est vrai. Ça, je suis assez étonnée d'ailleurs. Bon, je l'ai dit moi-même, au moins c'est pas mal. Il y a une notion de mental aussi. Est-ce que tu trouves que le mental, c'est important? Là, on m'a pas assez souvent posé la question du mental aussi, si la philosophie, par exemple, aussi, le fait de réfléchir, m'aider sur le vélo, comme si d'ailleurs les gens qui font pas de philosophie ne réfléchissent pas. Par rapport à la question du mental, je suis toujours un peu gêné parce que j'ai l'impression qu'autour du discours sportif, il y a cette idée que la tête peut tout. Alors, je nie pas le fait que le mental puisse exister, mais à un moment donné, je pense qu'il y a quand même des limites physiologiques et je pense qu'à haut niveau, les sportifs, les cyclistes sont tous capables de se faire mal et c'est pas parce que quelqu'un grimace plus qu'un autre qu'il se fait plus mal que l'autre. Donc, je pense que c'est un peu surévalué aussi et qu'on en fait tout un mythe, mais en réalité, je pense que ça se passe quand même avant tout dans l'ordre du physiologique. Ouais. Ok, mais c'est vachement intéressant. Donc le mental, toi, c'est quelque chose que tu travailles pas spécialement en fait, du coup. Non, pour moi, le mental, c'est plutôt une conséquence du physique, plutôt que l'inverse. C'est pas le mental qui commande le corps, c'est le corps qui induit une certaine disposition mentale. Mais en cela, si on parle un peu philosophie, je suis assez nietzschéen, je suis proche de la philosophie de Nietzsche. Et Nietzsche avait vraiment cette idée, a développé cette idée que le corps est premier, c'est le corps qui pense. Et en fait, que l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, est une création du corps. Il a renversé complètement toute la tradition, l'héritage notamment de Descartes, où c'était l'inverse, c'était le mental qui était en tête. On va revenir dessus, hein, vous inquiétez pas, on va parler philosophie évidemment dans ce podcast. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut s'engueuler avec toi, Guillaume? Est-ce qu'on peut s'engueuler avec toi? Je suis plutôt de nature calme et posée, donc alors en course, justement, si c'est vraiment une situation de danger, je peux avoir des réactions un peu éruptives, mais s'engueuler, je sais pas, non. Si on critique le Stade Malherbe de Caen, peut-être. Ou si, même sur cette saison? Non, ouais, cette saison, ils ont des motifs pour être critiqués. Bon, très bien. Alors, j'ai compris, je ne parlerai pas de Caen dans ce podcast. On va faire un petit jeu. T'es prêt? Allez. Alors, le jeu s'appelle « Est-ce que c'est Guillaume Martin qui a écrit ça dans ses livres ou est-ce que c'est ChatGPT ?» D'accord? Donc, il va falloir que si je me rappelle déjà pas de mes victoires, je vais pas me rappeler de ce que j'ai écrit. Hein. Ouais, je pense que normalement, tu devrais faire des liens et au pire, ce sera très drôle. Ça veut dire que l'intelligence artificielle a quand même un temps d'avance peut-être sur nous. Je te donne la citation et puis après, tu me dis si ça devient de toi ou de ChatGPT. Dans le peloton, chaque coup de pédale résonne comme une note dans la symphonie de la compétition, unissant les coureurs dans leur quête d'excellence. Le peloton est une société miniature où chacun veut être libre mais où personne ne l'est vraiment. Non, ça c'est pas de moi. Bravo. Symphonie, j'ai pas reconnu le mot symphonie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une question de vocabulaire aussi par rapport à... Oui, on sent si c'est... Enfin, je sais pas, on va voir à la suite, mais on sent si c'est ces mots à soi ou pas. Mais c'est vachement intéressant. Et dans l'idée, est-ce que tu trouves ça un peu trop superficiel? Coup de pédale résonne je pense comme que une note. c'est un peu trop grandiloquent, peut-être, en tout cas, pour être
mon style, mais... Voilà, dans ta face, ChatGPT. Pour ma part, c'est Bon, le fait... en tout cas, on voit que j'ai pas écrit mes livres via ChatGPT. Exactement, comme ça, tout le monde... mais je pense que tout le monde en est convaincu. Parce que je sais pas m'en servir, je fais aussi une confession. Je te montrerai juste après. Pour ma part, c'est le fait d'avoir reçu le statut professionnel qui m'a aidé à dépasser mes blocages, du moment où j'ai revêtu l'habit de mon sponsor belge, du moment où j'ai épinglé un dossard estampillé pro, j'ai acquis un masque qui m'a permis d'évoluer dans ce monde qui me fascinait en même temps qu'il m'effrayait. Ça, c'est de moi. Ça, c'est toi Dans la Société du Peloton. dans Les gens qui rêvent, dans le dernier. Ah ouais, d'accord. Oui, dans le dernier qui est plus, tu vas les présenter de toute façon, mais qui est un peu plus un roman où tu parles également de toi aussi. Mais ça montre aussi que tu es fidèle à tes idées. Alors attends, je sais le monde que je dessine, je le désapprouve et pourtant je participe à sa construction. Voilà le drame de l'homme moderne perdu entre la poursuite de son bien personnel immédiat et la conscience des maux que générera à terme cette quête. Alors ça, c'est la Société du Peloton. Donc c'est de toi. Alors, T'as un c'est doute peut-être ChatGPT qui a repris la Société du Peloton. Pourquoi tu as un doute, dis-moi? C'est le début qui m'a un peu perturbé. L'idée, j'y souscris, mais Je sais le monde que je dessine. ouais, ça, je suis pas sûr d'avoir écrit ça. Alors j'espère que c'est pas mon T9 qui a corrigé la phrase, mais normalement c'est bien de toi. D'accord. Et c'est bien dans la société du peloton. En tout cas, on est bien sur l'idée. Ça te parle. Ouais, en tout cas, l'idée, ouais. Allez, une dernière. Le vélo est une métaphore de la vie. Il faut parfois se pencher en avant pour avancer, même lorsque la pente semble insurmontable. Il faut se... Il faut parfois se pencher en avant pour avancer, même lorsque la pente semble insurmontable. Non, je pense que c'est pas de moi, ça. C'est fou parce que pour moi, c'était la plus claire. C'était celle que clairement tu pouvais pas écrire et toi, tu as un doute. Oui, parce que je... Donc non, c'est bien de ChatGPT. Ouais. Parce que ça me fait penser à une citation d'Einstein que j'aime beaucoup. C'est la vie, c'est comme la bicyclette. Il faut pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, comme je sais que j'ai cité cette citation, ça y ressemblait. Je me suis dit, ouais, peut-être que je l'ai citée en la transformant. Enfin, ouais. Non. Alors l'idée est bonne, mais en effet, c'est pas de toi. Donc si les gens nous rejoignent et ne savent pas, mais bon, il n'y a plus personne qui ne le sait pas, que tu as écrit des livres et que tu philosophes également pas mal, et bien au moins c'est fait. On va basculer vers la deuxième partie de cet entretien et de ce podcast justement. Je vais faire ta fiche d'écrivain d'abord. Et puis, tu vas nous présenter tes 3 livres, justement. Alors, ça a commencé, je le mets dans les écrivains, mais parce que pour moi, c'est le point de départ, par ce mémoire, justement, le master que tu as fait de philosophie. L'intitulé, c'était « Le sport moderne, une mise en application de la philosophie nietzschéenne ». J'ai bon ? Ouais, avec un point d'exclamation. Et mon idée, c'était de... Exclamation ou d'interrogation ? D'interrogation. Parce que mon idée, c'était un peu de manière provocatrice d'imaginer que Pierre de Coubertin a mal fondé le sport moderne, en tout cas sur une idéologie qui ne serait pas la bonne, et que le philosophe Friedrich Nietzsche, qui a vécu à peu près à la même époque, aurait été un meilleur... fondateur, enfin en tout cas que ses idées correspondaient mieux à ce que vivent tous les sportifs et toutes les sportives. En gros, pourquoi ? En gros, ça revient aussi par exemple à ces questions du mental. Dans l'idéologie olympique, il y a cette idée que on peut tout par le mental, que le sport finalement n'est qu'un moyen. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été créé au 19e siècle. Hein, ça a été créé notamment dans les écoles privées britanniques comme un outil éducatif pour moraliser les mauvais garçons dans ces écoles privées. Et donc c'était un outil pour finalement éduquer pour les valeurs morales. Alors que moi, je suis beaucoup plus favorable à un sport pour le sport, un sport où le corps soit vraiment central. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chez Nietzsche, le corps est central et premier. Je suis aussi toujours un peu gêné par cette citation très connue de Coubertin. L'important, c'est de participer, alors que tout sportif à peu près honnête reconnaîtra que non, l'important, c'est de gagner et qu'il n'y a pas de honte à ça. Et chez Nietzsche, il y a vraiment cette idée oui, que la victoire est première, et qu'il y a ça notamment dans Ainsi parlait Zarathustra. Je ne vous conseille pas la paix mais la victoire, c'est une citation.
Et donc, voilà, tout ça, ça parlait plus aux jeunes sportifs que j'étais que oui, la sorte de vernis que j'ai l'impression met en place l'idéologie olympique. C'est un peu tabou, non? Ou pas? D'aborder ça? C'est assez tabou, ouais, parce que là, je regardais le rugby, par exemple, dernièrement, et à chaque fois, quand il y a l'homme du match au rugby, on l'interroge et c'est la phrase mais qui revient à chaque fois, oui, mais c'est secondaire cette distinction, l'important c'est la victoire collective. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas à avoir honte du fait d'être fier de sa prestation individuelle. Il n'y a pas à être honteux d'avoir gagné dans la mesure où la domination dans le champ sportif ne signifie pas, de mon point de vue, une domination en termes de valeur par essence. On n'est pas dans la vie de tous les jours où on dit parce que je t'ai battu sur une course de vélo, je suis supérieur à toi. Au contraire, on est dans un cadre très institutionnalisé, avec des règles, donc quelque chose de très artificiel. Et c'est à un moment donné où c'est un jeu, en fait. Et donc, en fait, rien n'a de valeur sur le terrain de sport. C'est un moment donné où on peut s'exprimer assez librement et finalement faire tomber les masques et faire tomber les hiérarchies. J'allais dire, c'est presque quelque chose aussi que tu dois vivre, cette espèce de hiérarchie quand on parle de toi en tant que philosophe. En fait, on doit dire, puisque tu penses, tu es supérieur à nous. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu as envie aussi de détruire, justement, de déconstruire, quoi. C'est pas du tout le cas. Parce que c'est quelque chose, quand arrives quelque part, peut-être que c'est quelque chose qu'on te colle en fait à la peau. Oui, avec Directement. cette question dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce que la philosophie Oui. te rend meilleur sur le vélo? Enfin, j'ai toujours eu des bons résultats scolaires depuis que je suis tout petit, sans que je travaille beaucoup, certainement pas plus que les autres. Et j'ai toujours vécu ça, oui, comme alors une injustice qui me favorisait, mais parce que je sais pas, simplement j'avais compris, je sais pas trop pourquoi, le fonctionnement du système scolaire. Donc en gros, je pense que j'ai une bonne mémoire à courte durée. Donc si je révisais la veille au soir en m'endormant pour l'examen le lendemain, ça allait. Je pouvais oublier assez vite ensuite. C'est comme ça que tu as eu ton bac? C'est comme ça, en tout cas, que j'ai eu des bons résultats, ouais, toute ma scolarité. Alors qu'il y a d'autres élèves qui n'ont pas cette mémoire, mais par contre les choses restent ancrées. Donc si on refaisait le même examen 2 ans plus tard, là je serais moins bon qu'eux, mais non, simplement ça m'a valorisé moi parce qu'il y a ce système-là. Notre système scolaire aussi valorise quand même beaucoup, enfin valorise en tout cas très peu justement l'intelligence situationnelle, l'intelligence manuelle. Enfin, de manière générale, notre société valorise très peu, même si c'est de mieux en mieux, tous les métiers manuels. Et pourtant, il y a une forme d'intelligence là-dedans aussi. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on valorise toujours une forme d'intelligence et qu'on crée des valeurs par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est quand même encore aujourd'hui mieux vu dans la société de faire des études longues, de faire des études scientifiques, d'ingénieur, je ne sais pas quoi, plutôt que des métiers manuels. Mais pourquoi? Enfin, je trouve que le fait de savoir faire de belles choses de ses mains, ou alors, je sais pas, le fait d'être un cycliste, un sportif qui est capable de sentir la course, c'est aussi vraiment une forme d'intelligence. Dans la liste de tes écrits, parce qu'il y en a eu d'autres après le mémoire, il y a eu cette pièce de théâtre, Platon contre Platoche. C'est ça que tu as écrit en 2016, j'ai besoin avec les dates, non, tu sais plus. Et qui a été joué au Festival d'Avignon sur le Tour 2019. Ça, tu t'en souviens forcément. Tu l'as pas vu? 2019, tu as fait le tour, donc je pense que tu l'as pas vu. Mais bon. Alors, je l'ai pas vu à Avignon, mais je l'ai vu ailleurs. Ouais. Ah j'espère bien quand même. Bien sûr, ouais. C'est ta pièce à la base. Il y a eu des chroniques philosophiques pour Le Monde ensuite en 2017 que tu as fait également. Et puis les 3 livres donc, qui sont derrière toi, je te propose de les prendre et tu vas nous les présenter un à un. Tu vas nous faire un petit résumé pour nous en parler. 3 livres un peu différents, les uns, tous d'ailleurs, les uns des autres. Donc tu peux commencer peut-être par Socrate à vélo qui a été je vais prendre dans l'ordre, le alors. premier, ouais. Socrate à vélo, qui est donc le premier livre que j'ai écrit. Ça fait suite aux chroniques que j'avais écrites dans le Monde, où je mêlais déjà philosophie et cyclisme, ou en tout cas j'utilisais le prétexte du vélo et du tour pour vulgariser des différents concepts philosophiques. Et j'ai repris un petit peu cette idée-là
dans ce livre en imaginant un Tour de France des philosophes, donc un Tour de France où on serait revenu aux équipes nationales et où ces équipes seraient composées de philosophes. Donc il y a Socrate, Platon qui participent au Tour dans l'équipe de Grèce, il y a Marx, Hegel dans l'équipe d'Allemagne, etc. On croise Schopenhauer aussi, on croise beaucoup. Oui, voilà, on fait un tour à peu près complet. Donc c'était l'idée générale était de parler de philosophie à un public de sportifs qui a peut-être peur de la philosophie, et parler de vélo à un public de littéraire qui s'en désintéresse ou en a peur aussi. Et ben voilà, ça s'est bien présenté. Le deuxième, La Société du peloton. Il a abîmé ce livre. La Société du peloton. Je vais quand même préciser que c'est toi qui me l'as envoyé. Tu me l'as envoyé dans cet état, Guillaume. Je l'ai envoyé dans cet Tu me l'as état. envoyé dans cet état. Je m'en excuse publiquement. J'en attends un autre, du coup. Alors, c'est encore une fois, je mêlais cyclisme et philosophie, mais cette fois, c'était plus personnel, peut-être plus engagé d'un point de vue presque politique, parce que mon idée, donc, c'était de voir le peloton cycliste comme une micro-société, un microcosme, et qu'on se servirait d'une loupe en analysant ce peloton pour décrypter des choses qui se passent dans la société en général, et notamment autour des relations hiérarchiques au sein des équipes, entre leaders et équipiers. Et ça, on retrouve la même chose dans à peu près toutes les entreprises, avec une organisation très hiérarchisée, ou alors la compétition aussi entre les équipes, qui correspond dans nos sociétés capitalistes à la compétition qu'il peut y avoir entre différentes entreprises sur le même marché. Donc voilà, moi je partais de ce que je connaissais pour essayer d'analyser notre société. Donc là, on est plus sur un essai. On est plus sur un essai, ouais. On est plus sur un essai qui en plus a reçu, je rappelle, le prix Jacques de Fouchier de l'Académie française, notamment pour ce livre-là. Et le dernier, qui est le plus récent, qui date d'octobre. C'est ça, qui s'appelle Les gens qui rêvent. Et celui-ci est plus personnel, c'est un roman pour le coup. Alors un roman, je sais pas, aujourd'hui on appelle ça de l'autofiction, parce que je parle quand même de mon parcours. En fait, du parcours de 3 personnages, moi-même, mais aussi le parcours de mon père et celui d'un personnage historique qui a vraiment existé. En Normandie, il y a un point commun à ces 3 histoires, c'est un lieu dit qui s'appelle La Bauderie, qui est là où j'ai grandi. Il y a différents fils qui se tissent entre ces 3 histoires au fil du temps. Donc voilà, il y a le rapport au territoire, donc la Normandie, à ce coin de Normandie, la Suisse normande, donc le fait d'être ancré dans un territoire et à un moment donné d'être obligé de partir, de s'exiler, puis la quête de retour, moi c'est des choses que j'ai vécues aussi. C'est le plus personnel ou pas ? C'est assurément le plus personnel, oui. Quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire, Guillaume ? Quand est-ce que tu écris d'ailleurs ? Est-ce que tu écris en course ? Est-ce que tu écris pas en course ? Est-ce que tu écris dans le train ? Alors, en course, pas trop, parce qu'on est quand même mobilisé logistiquement et intellectuellement par la course, et puis il y a de la fatigue. Plutôt sur les retours de course, c'est vrai que dans les transports, c'est des moments où... c'est pour ça que je préfère prendre le train aussi que l'avion, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable d'écrire dans le train. Donc je peux écrire assez souvent dans le train, et puis sinon en stage, pour le coup, on peut avoir un peu de temps quand on s'entraîne le matin, il reste quand même du temps l'après-midi, et c'est des moments où on est un peu détaché aussi des obligations du quotidien quand on est à la maison, donc c'est des moments où je peux aussi assez facilement écrire. Tu parles du train, il y a aussi une idée de mouvement, c'est-à-dire on voit les choses à côté qui peuvent être hyper inspirantes aussi dans cette idée, on est en train de bouger, nous on est concentré sur quelque chose. Est-ce que par exemple sur le vélo, des fois tu as des choses où tu dis « Ah, il faudrait que je l'écrive tout de suite », est-ce que tu enregistres, est-ce que tu as envie d'enregistrer, ou ça ne devient jamais sur le vélo à l'entraînement ? Je pense que ça mature, mais c'est pas le moment où les idées viennent, où j'ai des phrases qui viennent. Ça... Mais par contre, je pense que ça m'aide sur le long terme. Mais c'est pas le moment où ça jaillit vraiment. Pourquoi est-ce que tu écris des livres ? Pour m'occuper. Parce que quand on est cycliste, il reste du temps après qu'on s'est entraîné.
Parfois aussi pour évacuer une certaine frustration. Là, on parlait du train, sur les trajets retour après les courses, quand la course n'est pas très bien passée. J'ai remarqué que c'est souvent des périodes assez propices à l'écriture parce que c'est comme si j'avais besoin de me valoriser à mes propres yeux, de créer quelque chose de positif. Et parfois, justement, la rancœur ou le ressentiment que je pourrais ressentir à la suite d'une déception sportive, je le transfigure en quelque chose de positif par l'écriture. Est-ce que tu écris des livres pour les vendre? Je suis content quand des gens les achètent et les lisent, mais non, la première fois que j'ai commencé à écrire cette pièce de théâtre, par exemple, c'était pas dans l'idée qu'elle soit montrée, c'était vraiment pour m'occuper, pour m'amuser. Ensuite, le premier Socrate à vélo, l'initiative n'était pas de moi, pour ainsi dire, puisque j'ai été contacté à la suite de mon premier Tour de France, où ça s'est su que j'étais ce cycliste philosophe un peu bizarre. J'ai été Pas besoin de mettre des guillemets, hein, tu fais les un peu bizarre. J'ai failli passer à côté de cette phrase. Complètement bizarre. J'ai été contacté par Grasset et il y a eu cette commande. Donc c'est là que l'idée est venue de vraiment publier, mais c'était pas un objectif de vie. On va faire la to-do list de Guillaume Martin-Guyonnet en termes de sujets culturels. Donc, je vais te poser des questions et tu vas nous donner des conseils. Quel est le livre que tu es en train de lire en ce moment? Là, c'est un petit livre rapide à lire japonais qui s'appelle Tant que le café est encore chaud, qui parle donc c'est vraiment très dans l'univers japonais, un pays que j'aime beaucoup, où ça parle d'une histoire d'un café quelque part au Japon, où tant que le café est encore chaud, donc tant qu'il n'a pas refroidi, on peut voyager dans le temps et peut-être justement transformer le passé. Donc c'est un peu onirique. Oui, tu vois, on peut rêver quand même des fois. Oui, mais c'est pas moi qui ai écrit le livre. Tu le lis, c'est toi qui le lis. Est-ce que tu aimes les mangas justement? Parce que c'est vrai que tu as une vraie passion pour le Japon, on en parlera après, mais est-ce que tu aimes les mangas? Tu as déjà lu des mangas? J'en ai déjà lu, mais c'est pas. Non, je suis pas un grand fan. Non. Tu préfères la littérature de quoi? La dernière chanson que tu as beaucoup aimée? Chanson, je sais pas, mais en tout cas artiste, Jane, que j'ai beaucoup écouté pendant le Tour de France l'an dernier, que j'ai vu en concert à la suite du Tour de France en Normandie. Et donc là, pendant Paris-Nice, il y avait des moments un peu difficiles et c'est des rythmes assez entraînants et chaleureux et ça m'a reboosté le moral quelquefois. Ton groupe ou ton artiste préféré? Attention, je l'ai dit dans l'intro, t'as pas le droit de changer. Non, oui, non, mais je reste fidèle aux Beatles. Et pourquoi les Beatles? Qu'est-ce que t'aimes dans leur musique? C'est dur à dire pourquoi on aime les choses, mais je trouve que c'est... Je sais pas, il y a un côté, oui, mélancolique ou qui vous prend au tripes. C'est aussi super... c'est simple, mais efficace. Enfin, c'est des sons qui marchent tout de suite. C'est très complet aussi parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils ont touché quand même à une palette musicale super large. Enfin, tout le long de leurs 10 ans de carrière, c'est un groupe qui a quand même évolué. Et je sais pas, c'est mythique les Beatles. Bob Marley? J'ai mes périodes Bob Marley, j'ai mes périodes reggae, ouais. Ça, franchement, c'est un extrait qu'il faut sortir. Guillaume Martin qui est en train de dire qu'il a ses périodes reggae. Je pense que c'est bien. Mais oui, mais même du rap, j'écoute aussi du rap. Vas-y, un conseil rap. Un conseil rap. Hugo TSR, il y a un moment donné, j'ai écouté en boucle Hugo TSR. Voilà. Je comprends. Et alors après, ça c'était mon ancien coéquipier Anthony Pérez qui m'avait complètement bassiné avec Don Choa, un rappeur toulousain qui lui-même était toulousain. Et donc j'écoutais aussi en boucle Don Choa à une époque. C'est pas mal aussi. Et ben voilà, c'est bon, on a de la musique pour à peu près toute l'année, c'est chouette. Est-ce que la dernière série que tu as regardée, puisque c'était un peu le truc rigolo du premier épisode, mais est-ce qu'il y a une série qui t'a marqué, ou pas forcément la dernière, mais une série qui t'a marqué et dont tu voudrais parler? Alors ces derniers temps, je suis plutôt film que série. Je suis revenu au classique, mais une série qui m'a marqué.
Enfin, il y en a plein en fait, mais c'est pas très original. C'est les Peaky Blinders, c'est Game of Thrones, T'es allé jusqu'au bout ? Narcos. J'ai été jusqu'au bout. J'ai même été jusqu'au bout de Mad Men. Ah ouais. Et ça, c'est incroyable. Hein, parce que c'est long. Et puis en fait, on se rend compte que c'est toujours la même chose. Mais ouais, j'ai été au bout de tout ça. Ouais. Et donc en termes de film, du coup, quel est là je vais te poser le dernier parce que tu me dis que c'est revenu les films. Quel est le dernier film que t'as vu et que t'as aimé ? Bah, j'en vois vraiment beaucoup. C'est pas du tout le dernier parce que je crois que je l'ai vu il y a peut-être 2 ans, mais je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête. De Damien Chazelle avec Margot Robbie. Ah, je peux pas l'avoir celui-là. Babylone, ok. Voilà. Et ben voilà. Et au moins, je pense que tous les auditeurs auront de quoi occuper leurs premières heures ou leurs prochaines heures surtout grâce à toi, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume Martin-Guyonnet, d'avoir été avec nous. C'est déjà fini. Je vois dans ton regard en mode ah bon, ça fait pas juste 5 minutes. Non, c'est déjà terminé. Et vous l'avez compris, notre invité du jour n'a bien sûr pas encore tout dit. Et prochain rendez-vous peut-être en Normandie. On verra ça. Rendez-vous un petit peu plus loin donc dans cette saison de Face à Face par Groupama sur la chaîne de Dans la tête d'un cycliste. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Ça va, t'as survécu ? Bah oui, plutôt, ouais. Un podcast où se livrent aussi, en plus de Guillaume Martin-Guyonnet, bien sûr, Valentin Madouas et Romain Grégoire. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.